Merci de choisir ITV, merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, les nouvelles tendances au travail, quel impact sur la productivité et la qualité du travail, notre thème du jour, un thème que nous allons aborder avec Abdoul Alpha Dia, secrétaire général de l'Association des professionnels en ressources humaines. Abdoul Alpha, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Madame Ba. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau pour parler d'un sujet aussi intéressant et d'actualité que l'impact de la révolution numérique sur notre environnement. Voilà, les choses bougent en ce moment. Absolument. Voilà, Abdoul. Alors, dans le monde du travail, vous venez de le dire, on est en évolution constante. Aujourd'hui, on assiste à de nouvelles tendances au travail. Désolé pour la répétition. Comment les entreprises doivent-elles s'organiser et s'adapter à cette nouvelle donne? Merci beaucoup donc pour cette question. Je voudrais, si vous me l'autorisez, me présenter comme le secrétaire général de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, qui est une association qui existe depuis 1973 et qui est composée de tout ce qui gravite autour de la fonction RH. On a environ 1500 membres. Alors, pour revenir à votre question, j'aimerais peut-être faire un petit rappel un peu de l'évolution des choses, si vous me l'autorisez pour 2 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution de l'humanité a toujours été dans la quête du progrès. Et si on revient vraiment au tout début, il y a eu plusieurs révolutions dans l'humanité. La première révolution, c'est la révolution du feu. La première chose qui a changé la vie de l'homme, c'est lorsqu'il a découvert le feu. Ça lui a permis de changer sa nourriture, de se sédentariser, etc. Des siècles après, il y a eu la révolution agricole. La révolution agricole a permis d'apprivoiser les animaux, d'avoir des animaux domestiques, de créer les premières cellules familiales, etc. et les premiers domaines. Il s'est passé encore des siècles. Et il y a eu la révolution industrielle, que nous avons un peu plus connue en Europe. Et là, on a commencé à attaquer la mécanisation. C'est là où les machines ont commencé à apparaître, qui a commencé à voir le prolétarisme, etc. Et entre toutes ces 3 révolutions que je viens de vous décrire, il s'est passé des siècles. Et on passe à la 4e révolution qui va se décliner en 2 temps. Il y a d'abord eu une première révolution technologique avec l'apparition de l'ordinateur et de la puce. Déjà ça a énormément changé la nature des relations professionnelles et même la société en général. Parce que c'est avec la puce qu'est venu le téléphone portable, c'est avec l'ordinateur qu'on a commencé les débuts d'automatisation. Et puis, entre l'avènement de l'ordinateur et de la puce et l'avènement de la 2e phase de la révolution technologique, c'est-à-dire Internet, il s'est passé environ un demi-siècle. C'est vous dire qu'aujourd'hui... 50 ans. Environ 50 ans. C'est vous dire qu'aujourd'hui, les révolutions les plus importantes de l'humanité s'étaient espacées de plusieurs siècles. Et comme vous dites, le changement est tellement rapide maintenant qu'on a des révolutions en un demi-siècle. En un demi-siècle, on est passé de l'ordinateur, de la puce, à Internet. Et Internet est la 2e révolution numérique à laquelle nous vivons. Alors, il me semble intéressant de définir déjà qu'est-ce que c'est la révolution numérique. Parce que beaucoup de gens, on parle des révolutions digitales, on parle des révolutions numériques, mais c'est quoi? Je vais essayer de le définir de manière assez simpliste. Allez-y. Pour dire que ce qu'on appelle la révolution numérique, c'est simplement une transposition de la réalité dans une virtualité. Donc c'est là où on parle de réalité virtuelle. En fait, si vous prenez n'importe quel élément de la réalité physique, la révolution numérique va permettre de virtualiser un peu cette réalité-là. D'accord? Et au regard de donc, ce que je viens d'expliquer, moi, j'aimerais revenir un peu sur le thème que vous avez dit, nouvelle tendance au travail, quel impact sur la qualité du numérique, sur la qualité du travail et la productivité. Ce qui est important, ce qui fait bouger les entreprises. Ce qui fait bouger les entreprises. Et bouger le monde. Et bouger le monde. Et je pense qu'au-delà même de cette question-là, ce qui doit se poser, ce n'est pas est-ce que le numérique a un impact sur la qualité et la productivité. Ça, je pense que la réponse est évidente. Oui. Aujourd'hui, deux questions à mon avis qu'on doit se poser, c'est d'abord,
Est-ce qu'on va subir cette révolution numérique ou on va l'anticiper? Parce qu'aujourd'hui, on ne revient même plus en cause sur le fait que la révolution numérique va avoir un impact sur la qualité du travail et la productivité. C'est évident. C'est évident que, si je prends un exemple, c'est le même débat qu'on voit un peu, je vais prendre l'exemple du foot. Oui. Aujourd'hui, les gens se posent la question sur la VAR. Vous voyez, l'impact de la VAR sur le foot. Tout est le numérique est au cœur du monde. Partout. Et partout. Aujourd'hui, on est obligé de subir. On ne se pose plus la question, les entreprises ne doivent plus se poser la question, est-ce que je vais dans le numérique ou est-ce que je n'y vais pas? Parce que vous le vouliez ou non, le numérique, la révolution numérique va avoir un impact sur votre organisation. Le numérique s'impose à nous. Il s'impose à nous. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va le subir ou est-ce qu'on va anticiper? Est-ce qu'on va être en mode réaction ou en mode action? Et à ce moment-là, l'autre question qui va de soi, c'est comment je vais faire pour préparer mon entreprise à aller vers cette révolution numérique? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez disparaître. C'est clair. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la première chose qu'on doit se poser, c'est plus se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de pertinent ou pas? C'est comment je vais faire pour m'adapter à cette révolution numérique. Parce qu'elle s'impose à nous. Et en parlant toujours des nouvelles tendances au travail, il y a le télétravail. Dans les pays développés, le télétravail est devenu une mode. Pourquoi? J'ose espérer que ce n'est pas fortuit. Absolument. Aujourd'hui, la révolution numérique a apporté des transformations structurelles au sein de l'organisation. Vous parlez du télétravail, effectivement, ça c'est les modes de collaboration, mais si on devait lister un peu l'impact sur l'entreprise, on a d'abord, donc, comme vous le dites, les modes de collaboration et de coordination managériale. Pourquoi le télétravail apparaît? Parce que traditionnellement, avant, on était dans un modèle hiérarchique. Vous savez, l'entreprise traditionnelle, il y a le chef, il y a son adjoint, il y a les collaborateurs. C'était donc un modèle très hiérarchique. Au fur et à mesure que le temps a évolué, on est allé vers un modèle d'organisation en mode projet. Là, on n'a plus forcément une ligne verticale de commandement, mais on a une ligne plutôt horizontale, où on a plusieurs équipes, on prend des spécialistes de plusieurs équipes, on les rejoint dans une équipe de projet qui travaille sur des projets, et dès que le projet finit, chacun retourne dans ses entités initiales. Et avec la révolution numérique, l'avènement du télétravail, on passe vers un mode d'organisation en réseau. Et qui dit réseau, dit nécessairement, il n'y a plus un modèle hiérarchique, il n'y a plus un chef, on est dans un modèle de coopération permanente et on n'est plus obligé d'être dans le même lieu de travail. Ce qui fait que quelqu'un peut être à Singapour, une autre personne à l'opposé, une autre personne à Dakar et travailler effectivement sur le même sujet en mode réseau. Ça, c'est un des premiers impacts en termes de transformation structurelle des organisations. La deuxième chose, c'est le processus, les process en entreprise. Les process sont complètement bouleversés par la révolution numérique. Donc, on passe de plus en plus à l'automatisation de tous les process. Et là, c'est quelque chose à double revers. Pourquoi? Parce que, effectivement, la machine, l'outil prend la place de l'homme et on va finir par se poser la question de l'utilité de l'homme. On va en venir. Et donc, les questions de chômage, les questions d'obsolescence des métiers, les questions d'obsolescence des compétences vont se poser à ce niveau-là. Et enfin, le dernier élément en termes de transformation structurelle, c'est les compétences et les métiers. Effectivement, on a des compétences qui sont en train d'être complètement obsolètes. Aujourd'hui, un quart des salariés européens reconnaissent avoir des compétences obsolètes. Ça veut dire que les compétences qu'ils détiennent ne sont plus valables. Alors, vous vous imaginez, si c'est un quart des salariés européens, qu'est-ce que ça doit être pour l'Afrique? Pour l'Afrique. Notamment pour le Sénégal. N'est-ce pas? Alors, on assiste à un remplacement des métiers à faible valeur ajoutée par des outils numériques. Je prends l'exemple de Kodak. Tout le monde a connu Kodak qui faisait les photos. 140 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont en faillite. Je prends un autre exemple, Instagram, que tout le monde connaît, c'est les réseaux sociaux. Ils sont environ 15. 15 personnes gèrent Instagram et qui fait partie d'une des plus grosses entreprises du monde aujourd'hui. Donc, on est en train carrément de changer le modèle d'organisation
des entreprises. Et si on n'est pas dans une logique proactive, dans une logique d'anticipation, ben, on est voué quasiment à disparaître. Ouais, on va rester sur le télétravail. Une étude démontre que les télétravailleurs sont beaucoup plus productifs. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, le télétravail, moi je suis complètement d'accord. Pourquoi, en ce sens, pourquoi le télétravail permet de rendre plus productif? Parce que aujourd'hui, on est avec la génération Y. C'est une nouvelle génération qui a complètement inversé la pyramide de Maslow. Là où avant, les besoins primaires étaient plus importants, les besoins de sécurité alimentaire, avant les besoins d'épanouissement, on a une nouvelle génération qui vient, qui est capable de sacrifier des besoins alimentaires pour un épanouissement. Donc, la qualité, le bien-être au travail devient quelque chose de fondamental. Le télétravail a l'avantage de permettre à la personne de s'organiser comme elle l'entend et de ne plus être prisonnier de ces notions d'espace et de temps. Vous, quand vous êtes en télétravail, il n'y a plus cette obligation d'être en un même lieu. Vous n'avez plus non plus, vous pouvez être asynchronisé, c'est-à-dire vous pouvez travailler en décalé. Vous pouvez travailler à 3 heures du matin, vous pouvez travailler à la plage, vous pouvez travailler où vous voulez, en étant toujours en lien avec l'organisation et donc en organisant votre vie privée et votre vie professionnelle en fonction des contraintes que vous rencontrez. Donc, en ce sens, c'est une bonne chose. Mais le problème qu'on a en Afrique, parce qu'il faut quand même contextualiser notamment les choses, au Sénégal, avec la mentalité, c'est la crise de confiance structurelle qui existe entre le chef et son salarié. Au Sénégal, structurellement, on ne fait pas confiance aux salariés. Si on ne le voit pas, on a l'impression qu'il ne travaille pas. Et donc, on a un mode de management très traditionnel qui repose surtout sur le temps de présence que sur la performance. Les 8 heures à respecter. Aujourd'hui, les contrôles d'accès, est-ce qu'il est arrivé à l'heure? On donne une demande d'explication s'il n'est pas à l'heure, alors qu'on ne regarde pas ce que la personne produit. Moi, je connais des salariés, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. C'est-à-dire des gens qui viennent même avant l'heure. Vous devez commencer à 7h30, à 6h30, elles sont là. Elles commencent à utiliser vos ressources, elles allument votre lampe, elles allument votre machine, elles prennent votre café et elles ne travaillent pas. Elles restent là jusqu'à 20h, 21h, 22h même. Ces personnes travaillent pour autre chose. Et vous les voyez là, elles sont présentes, mais qu'est-ce qu'elles produisent? Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller vers d'autres modèles de gouvernance qui consistent à ne pas évaluer les gens sur leur temps de présence, mais sur leur efficacité. Leur productivité et la qualité du travail fourni. Quelle que soit la façon dont ils le font. L'essentiel, c'est qu'il y ait des délivrables qui sont de qualité et qui sont rendus à temps. Mais malheureusement, au Sénégal, on a encore ce blocage-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette mentalité et aller vers le télétravail, aller vers l'innovation? Parce que le monde du travail bouge. Je pense que ce qu'il faudrait faire pour aller vers ça, c'est l'aiguillon de la concurrence. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est dans une situation où nous sommes en train de subir cette évolution, mais elle va venir. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus concurrencées parce que la concurrence n'est plus seulement locale, elle est internationale, elle est mondiale. Et on se rend compte que ce modèle de gouvernance-là, aujourd'hui, connaît ses limites. Et donc, de plus en plus, les entreprises sont en train d'améliorer leur système d'évaluation et se rendent compte que ce n'est pas par le temps de présence qu'on peut évaluer quelqu'un, mais plus par des résultats. Et alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, donc, si je prends du recul, le télétravail a des avantages pour le télétravailleur et pour l'entreprise aussi. Bien sûr, d'autant plus que l'entreprise, ça lui permet d'éliminer un certain nombre de coûts. Parce qu'il y a des entreprises dont la moitié du personnel est en mode télétravail. Vous n'avez plus besoin de locaux. Vous n'avez plus besoin de dépenser un certain nombre de ressources physiques. Et en même temps, vous avez une personne qui peut travailler dans n'importe quelle condition. Mais il faut quand même une organisation interne aussi. Ah, bien sûr. Le numérique intervient aussi. Parce que quand on travaille à distance, il faut une qualité Internet, un bon réseau. Absolument. Il faut un bon réseau pour pouvoir avoir des échanges synchronisés ou bien des échanges asynchrones. Oui. Aujourd'hui, justement, la révolution numérique permet d'avoir des outils comme le SharePoint. Je ne sais pas si je peux l'expliquer rapidement. Allez-y. Le SharePoint, c'est un logiciel qui permet de non seulement partager un certain nombre de documents
en groupe, c'est-à-dire dans l'organisation, je vais prendre par exemple la direction des ressources humaines, il va y avoir un espace dans tout le système d'information où il y aura tous les documents de la direction des ressources humaines. Tous les salariés qui travaillent à la direction des ressources humaines vont avoir accès à ces documents-là, soit en mode lecture, soit en mode modification, soit en mode consultation, selon les niveaux de responsabilité. Et vous pouvez accéder à ce document n'importe où. C'est-à-dire, moi, je travaille sur un document et une autre personne en ligne peut travailler sur ce même document. Et il y a aussi le même système de validation en workflow. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voulez déposer vos congés, vous n'avez plus besoin de sortir un papier physique, vous le faites en ligne. Ça va automatiquement à votre N+1 qui donne son OK en un clic. Ça va vers les ressources humaines qui l'implémentent dans le système de paye automatiquement, etc. Et cela a une corrélation avec le zéro papier. Exactement. Là aussi, on rentre dans le zéro papier. Et là, l'entreprise économise des sous. Absolument. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui est extrêmement important qui s'est développé, c'est le nuage, c'est le cloud. Oui. Et aujourd'hui, il y a des outils que Microsoft fait comme le OneDrive qui vous permet, même avec votre portable, d'avoir toutes les informations qui sont dans l'entreprise et dans votre machine. Donc, vous pouvez travailler dans n'importe quelle situation et accéder aux documents en temps réel. Donc, aujourd'hui, effectivement, les outils numériques apportent des réponses pour la transformation radicale de ces formes de travail et de ces modes de collaboration. Avant de finir avec le télétravail, forcément, il y a des inconvénients ou tout est parfait? Alors, il y a des inconvénients pour le salarié parce qu'aujourd'hui, la ligne entre la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle devient de plus en plus floue. Et on a vu des phénomènes de burn-out où, justement, il y a une intrusion intempestive de la vie professionnelle dans la vie privée. C'est ces gens qui, même quand ils sont à la plage, en vacances avec leur famille, sont toujours avec leur laptop ou leur iPad pour pouvoir continuer à travailler. Donc là aussi, ça peut impacter la qualité de la vie privée de l'organisation. Et du côté de l'employeur? Du côté de l'employeur, c'est si vous avez des salariés qui sont pas honnêtes, effectivement, ou bien qui ne jouent pas le jeu, vous pouvez avoir des pertes de productivité, vous pouvez avoir un mauvais contrôle de votre personnel par rapport à son travail. Une nouvelle tendance professionnelle, de plus en plus les entreprises choisissent l'open space comme mode d'aménagement de lieux de travail, un concept qui est né aux États-Unis vers les années 60. Certains experts disent que cela libère la communication entre les salariés. Est-ce que les espaces aménagés sont lieux de travail en mode open space impactent sur la productivité et la qualité du travail aussi? Je pense que c'est des nouveaux modes d'aménagement des locaux. Il n'y a rien d'absolu. Pour moi, il faut tenir compte du profil de vos salariés et de la nature de l'activité avant de voir si c'est pertinent ou pas de faire des modes d'open space ou pas. Il y a des métiers qui sont adaptés à cela parce qu'il faut naturellement communiquer. Et puis, c'est aussi une question de culture d'entreprise. Si, par exemple, dans une entreprise comme e-radio, où il n'y a que des jeunes, il y a la génération Y, vous avez une certaine mentalité, vous avez une certaine ouverture, de nouvelles façons de travailler, effectivement, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes parce qu'il n'y a rien de mieux que de se voir, de garder le lien. Et l'avantage de ces open space-là, c'est que, vous savez, un des problèmes de la révolution numérique, j'en ai pas parlé, c'est le problème du lien social. Aujourd'hui, la révolution numérique est quelque chose qui est en train de tuer le lien social, de tuer les dynamiques collectives, en ce sens où vous pouvez travailler avec quelqu'un pendant 5 ans sans jamais l'avoir vu. Parce qu'il y a des outils numériques qui sont entre vous, qui vous permettent de travailler sans que vous ayez besoin de vous voir, ni d'échanger des émotions. Or, les émotions, c'est quelque chose de capital chez l'humain. L'humain est composé d'émotions. Et donc, ça fait partie le fait qu'il y ait cette virtualisation des relations fait que les dynamiques sociales en entreprise sont complètement cassées. Donc, le fait de créer effectivement des espaces open space où les gens continuent de cultiver ce lien physique-là, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça permet d'aller plus vite, ça permet de maintenir cette émotion qui est importante entre les gens. Et certains aussi disent que le modèle open space est avantageux pour l'entreprise. C'est un modèle économique pour l'employeur.
Oui, c'est avantageux. Surtout dans les zones où le coût du loyer est élevé, on gagne beaucoup plus d'espace. Oui, on gagne de l'espace, mais ça, je pense que c'est un avantage moindre. Pour moi, ce n'est pas ça que recherchent les entreprises en créant des espaces open space. À mon avis, c'est d'abord une culture. Pour le management, c'est une façon d'exprimer une volonté d'un certain mode de collaboration. Instaurer la cohésion sociale. Instaurer la cohésion, faciliter la communication et créer un climat social qui puisse être convivial. Pour que les gens se sentent à l'aise. Pour que les gens se sentent à l'aise entre eux. Entre eux, voilà. Encore une nouvelle tendance, le coworking, les espaces de coworking aussi. On en voit un peu partout en ce moment à Dakar. Son impact aussi dans la productivité, dans le milieu professionnel, parce que c'est une nouvelle tendance aussi. Je pense que le coworking vient à point nommé. Moi-même, j'utilise beaucoup des espaces coworking. Surtout en Afrique, c'est adapté. Pourquoi? Parce qu'on est en train de... Aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, le tissu économique est composé de très petites entreprises, voire des entreprises individuelles. Or, quand vous êtes une toute petite entreprise, quand vous êtes une entreprise individuelle, vous n'avez pas forcément les ressources financières pour investir dans des choses fixes et durables. C'est-à-dire investir un bureau, avoir une table, une machine, une imprimante, ça a un coût. Il y a un loyer, etc. Alors, le coworking va permettre de régler ce problème-là. Vous voulez lancer votre entreprise et vous savez que vous n'avez pas trop d'argent, vous n'avez pas trop de moyens. Vous pouvez, et que vous n'avez pas besoin d'un local à temps plein, vous allez dans un espace coworking. Vous avez besoin de 3 heures de temps par jour pour être dans un bureau, travailler et imprimer. Le reste, vous êtes sur le terrain. Vous allez dans ces espaces-là. Et l'avantage, c'est que c'est des ressources partagées. Donc, c'est un gain pour celui qui fait cette location-là. Ceux qui ont des espaces de coworking, ils arrivent à amortir leur investissement très rapidement. Et c'est adapté, mais de manière très précise aux besoins de ceux qui sont dans cette logique d'entrepreneuriat individuel. Et aujourd'hui, au Sénégal, on est en train de renforcer ces tendances-là et je pense que c'est une excellente chose. Ce serait bien que les espaces coworking se développent parce que ça apporte plus de flexibilité pour ceux qui souhaitent se lancer dans des activités. Et certains experts disent que au sein des espaces de coworking, enfin les jeunes, les startups, ceux qui ont lancé des startups, les jeunes entrepreneurs se rencontrent et nouent des contacts. Absolument. Il y a une fertilisation croisée de ces personnes-là. C'est un avantage. C'est des personnes qui sont un peu dans le même mindset, dans le même état d'esprit, qui se retrouvent là-bas. Donc, pendant que vous travaillez, vous faites des rencontres qui peuvent être très intéressantes, très fructueuses. Effectivement, c'est des espaces qui sont vraiment, pour moi, d'émulation. Voilà, mais comme dans toute activité, il y a un côté positif et forcément il y a un côté négatif. Est-ce que tout est rose dans cette nouvelle tendance qui est le coworking? Moi, honnêtement, je vais vous dire, je ne vois pas quels peuvent être les inconvénients du coworking. Vous êtes un militant Moi, je suis un militant à fond. Un supporter de... Tout ce qui permet de renforcer l'agilité des gens, qui permet de leur donner plus de flexibilité. Parce qu'aujourd'hui, ces valeurs-là, c'est ça. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit en début, nous sommes dans un environnement qui change tout le temps. Aujourd'hui, ce qui ne change pas, c'est que tout change. Ouais. Tout le temps. Donc, il faut aller vers de la flexibilité, il faut aller vers de la souplesse, vers de l'agilité. Et ces espaces-là donnent des possibilités aux gens d'avoir plus de souplesse. Je rappelle que vous êtes sur la 90.3 e-radio, vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Abdoul Al-Fadja, secrétaire général de l'Association des professionnels en ressources humaines, notre invité. Alors, Abdoul, une étude du think tank libéral Institut Sapiens avance que 5 métiers sont en sursis. Le risque de disparaître, c'est-à-dire les comptables, les caissiers, les employés de banque, assurance, les secrétaires de direction et les manutentionnaires. Et on met en cause le numérique. Donc, comment analysez-vous cette donne et comment aujourd'hui on doit s'adapter, anticiper? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut qu'on approfondisse un peu. Ce n'est pas seulement ces métiers. J'en ai cité que la liste est loin d'être exhaustive. Voilà, aujourd'hui on parle même des chauffeurs. Des chauffeurs de bus. Avec les voitures automatiques. On a des lignes où il n'y a plus de chauffeurs. Ça a déjà commencé dans le métro. Aujourd'hui, on est dans une phase de renouvellement totalement, comme je l'ai dit, des compétences et des métiers.
tous les métiers à faible valeur ajoutée sont en phase de disparition au profit des outils. Mais en même temps, pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité en ce sens où, je prends un exemple. Moi, j'ai été DRH dans des banques et effectivement, vous avez posé la question des caissiers. Et nous, quand j'étais dans cette banque-là, comment on s'y est pris? Avant, le profil des caissiers, un niveau bac suffit. Mais aujourd'hui, dans cette banque-là, elle impose un niveau bac plus 2, voire bac plus 4 aux caissiers. Pourquoi? Parce que comme on sait que c'est des métiers qui vont de plus en plus disparaître, on va prendre des gens qui ont un potentiel, c'est-à-dire bac plus 2, bac plus 4, donc qui ont des possibilités d'évolution, et on va les mettre dans ces postes-là et mettre en place des plans de carrière, des plans de gestion, pour que progressivement, ces personnes, si le poste est supprimé, elles puissent évoluer vers d'autres. Donc, une des réponses pour anticiper ces évolutions liées à la révolution numérique, c'est effectivement la formation. La formation tout au long de la vie. C'est mettre en place des systèmes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce qu'on appelle la GPEC. C'est quoi la GPEC? La GPEC, c'est partir un peu des orientations stratégiques. Ces orientations vont dire, nous, dans un horizon de 2 ans, 3 ans, voilà où on veut que l'entreprise aille. On va regarder quels sont les éléments qui vont impacter l'évolution de l'entreprise. Donc, c'est les éléments technologiques, par exemple. Et sur la base de ces 2 éléments-là, on va identifier les besoins en ressources humaines et mettre en place un dispositif de recrutement et d'accompagnement des salariés. Ce qui fait que quand la technologie va être implantée, les gens seront déjà prêts non seulement à se l'approprier, mais à évoluer. Ou bien faire une reconversion. C'est ce ne pas perdre son emploi. Par exemple, si on prend le cas du caissier, aujourd'hui, on a des caissiers qui sont... Si vous avez un caissier qui a un niveau bac plus 2 ou bac plus 4, quand on va automatiser le processus de caisse avec le e-banking, où on n'aura plus besoin de caissiers, ben ces mêmes caissiers-là, il suffira juste de les former pour qu'ils soient des chargés de clientèle ou pour qu'ils puissent aller vers d'autres métiers de la banque. Mais s'ils n'ont pas ces prérequis-là, si à la base de caissier que vous aviez pris, c'était un niveau bac ou un niveau BFM, la personne aura du mal à faire ce bond-là quand il sera question d'éliminer son poste, parce qu'elle n'a pas les prérequis. Donc, une des solutions, c'est déjà au moment où vous recrutez des personnes, il faut déjà vous assurer de leur capacité à progresser dès qu'il y aurait un impact sur leur travail. Une autre alternative, peut-être la formation. La formation. Former son personnel. Effectivement. Et quel est le rôle de l'association l'association des professionnels? Est-ce que vous avez un plan, des mécanismes à proposer pour que les entreprises s'adaptent? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question parce que ça me donne l'occasion de parler un peu de ce que l'association fait en matière de formation. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la formation est aussi lourdement impactée par la révolution numérique. Parce que tous les outils de formation sont en train d'évoluer et on est en train d'aller vers des solutions de e-learning où vous pouvez, d'abord, la formation maintenant se fait toute la vie grâce à la révolution numérique. Aujourd'hui, vous pouvez vous former tout le temps. D'une part, vous pouvez vous former n'importe où, dans un avion, dans un hôtel, dans votre champ, n'importe où, grâce aux formules de e-learning. Et ceux qui n'ont pas les moyens, désolé de vous couper la parole, il y a Internet, il y a Google, avec des tutos, avec des tutos, des cours gratuits. C'est ce qu'on dit. Donc, c'est tout ce qui concerne le e-learning. D'accord. Et donc, par rapport à l'association notre association, nous avons mis en place un plan de formation inter-entreprise mutualisé. C'est-à-dire, grâce à notre partenariat avec le 3FPT, que tout le monde connaît, le fonds de formation le fonds de financement de la formation professionnelle et technique, on a mis en place un partenariat qui nous permet de financer la formation de plusieurs entreprises de manière partagée à hauteur de 80%. Donc, à titre d'exemple, une entreprise qui veut envoyer ses gens en formation, par exemple 5 personnes, là où ça lui aurait coûté 3 millions, ça peut lui revenir à 40 000, 50 000, 60 000, 70 000. Donc, vraiment, c'est presque le jackpot. Et on est en train de mettre en place ces formations, parce qu'actuellement elles sont présentielles, donc c'est physique, mais on est en train de faire la réplique au niveau de notre site internet www.asprh.com
où on veut aller vers du e-learning. Et là, on se prépare même à avoir un partenariat avec l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, oui, pour voir comment on va, tous les modules que nous mettons en place de manière présentielle, comment travailler avec eux pour avoir un espace e-learning dans notre plateforme Internet. Et je pense qu'il est important d'expliquer aux auditeurs et aux téléspectateurs l'importance de renouveler, de former permanemment, oui j'y arrive, son personnel. Ça a un impact sur la productivité et la qualité du travail. Ça a un impact énorme. C'est important de le dire. Je dirais c'est le principal levier même d'évolution des salariés, la formation. Mais c'est pas... il ne faut pas le faire de n'importe quelle façon. Aujourd'hui, le problème qu'on a dans les entreprises, c'est que les entreprises ne maîtrisent pas trop l'impact de la formation sur la productivité de leurs agents. Parce que vous savez, la formation peut avoir plusieurs impacts. Oui, allez-y. Elle peut avoir un premier impact juste sur la mémoire, je dirais. Je viens de faire une formation et je me rappelle de cette formation-là. Elle peut avoir un impact sur, maintenant, le travail que vous faites. Et c'est ça que l'entreprise doit viser. Est-ce que la formation que j'ai faite a permis à l'agent de changer ses façons de travailler et de changer sa productivité en situation de travail? Donc ça, c'est des systèmes d'évaluation à froid qui permettent de le faire. Malheureusement, les entreprises n'ont pas les outils pour suivre ça. Et donc, c'est ça qui fait que souvent, elles se découragent. Elles se disent, oui, si je l'envoie en formation, je vais dépenser de l'argent, il ne va pas travailler et ça va me rapporter rien. Donc, aujourd'hui, justement, avec les formations en ligne, avec le e-learning, on a la possibilité d'avoir un suivi de l'impact de la formation sur la productivité de l'agent. Parce que vous avez un administrateur qui va permettre de faire des évaluations aussi bien à chaud qu'à froid, d'assurer un suivi et de voir quel peut être l'impact. Donc, on a des outils qui permettent de mieux suivre l'impact de la formation en entreprise. Et une idée m'est venue comme ça, quand on a un personnel bien formé et qu'on forme régulièrement son personnel, l'employeur, par moment, n'aura pas besoin, en cas de vacances de poste, d'aller recruter. On fait avancer, on forme la personne, l'employé gravit les échelons et avec une augmentation salariale, occupe le poste et gère. Absolument. Et justement, quand on parle de gestion des carrières, vous êtes une spécialiste en non, pas RH. Du tout, c'est l'expert, c'est vous. Vous êtes bien parti pour. L'expert, c'est vous. Ce que vous dites, c'est exactement ce qu'on appelle la gestion des carrières en entreprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, mettre en place un dispositif de gestion de la mobilité interne qui va consister, d'une part, je vous donne un exemple, un modèle. On l'avait fait, je l'avais fait quand j'étais à la Banque centrale, c'est-à-dire on crée une bourse des emplois en interne. Chaque fois qu'il y a un poste vacant, c'est affiché en interne. Donc quand on veut recruter, quand il y a un poste qui est vacant, avant d'aller chercher à l'extérieur, on crée une compétition en interne. On lance l'avis d'appel d'offres en interne, les gens s'inscrivent, postulent comme s'ils étaient à l'extérieur, ils déposent leur lettre de motivation en disant je suis intéressé par le poste, etc. Il y a des tests qui sont organisés et on recrute une personne à l'intérieur qui va occuper le poste. Et quelque part, il y aura moins de frustration et l'équipe sera toujours dans la dynamique de bien faire. C'est un nivellement vers le haut. Exactement, pouvoir gravir les échelons et évoluer. Et ça revient moins cher à l'entreprise. Parce que si je voulais recruter un directeur, supposons qu'il y a un directeur, un chef de service et un agent. Je veux recruter un directeur. Le chef de service qui est en dessous postule et prend le poste du directeur. On fait bouger l'agent au poste de chef de service et on recrute un agent. Ça revient moins cher que si on avait recruté directement un directeur. Vous voyez? Et donc, ces éléments-là sont possibles, effectivement, comme vous le dites, grâce à une formation importante. Il faut que les salariés soient prêts à tout moment à occuper des postes N+1 dès qu'ils se libèrent. Voilà. Et ça, ce n'est que par la formation. Voilà, il y a un autre aspect. Quand si l'entreprise décide de former ses employés, ça c'est une chose. Quand un employé se lève et a le souhait de se former, d'évoluer, est-ce que c'est possible au sein, que l'association l'accompagne ou quelle est l'alternative, la voie à prendre? Alors, déjà, je pense que le fait qu'un salarié décide de prendre en charge sa formation tout seul, c'est dommage.
Parce que normalement, l'entreprise doit être en mesure de lui proposer des formations. Parce que vous avez plusieurs types de besoins en formation. Vous avez les besoins en formation qui sont liés au poste de travail. C'est-à-dire, moi, je suis, responsable administratif et j'ai besoin d'une formation. C'est moi qui fais la paye et je ne sais pas faire la paye. J'ai besoin d'une formation pour faire la paye. Ça, c'est des besoins qui sont liés à la bonne occupation du poste de travail. Il y a des besoins qui sont liés aussi à l'évolution professionnelle. C'est-à-dire, moi, je suis agent administratif, je veux être responsable. Quelle formation je vais faire pour pouvoir occuper un autre poste? Et puis, il y a un troisième type de besoin, des besoins qui sont liés au simple développement personnel de la personne, indépendamment du poste qu'elle occupe et indépendamment de ses aspirations. Moi, je suis là, je suis responsable administratif, j'aime le chinois, je veux faire une formation en chinois. Donc, pour ce genre de besoin, effectivement, vous avez la possibilité, n'importe quel salarié a la possibilité de s'adresser au 3FPT, le fonds de financement, qui peut prendre en charge que ce soit une formation diplômante ou une formation continue. Parce que le 3FPT a mis en place 3 guichets. Je leur fais de la publicité au passage. Elle est gratuite, hein? Elle est gratuite en plus. Un guichet pour les entreprises, qui est financé par la CFCE, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur de 3%. Donc il faut savoir que chaque salarié, on lui coupe 3% de son salaire qui est versé dans ce fonds-là. Donc il y a ce guichet-là pour les entreprises, il y a un guichet pour les personnes, les demandeurs d'emploi, les salariés, etc. Et un guichet pour les centres de formation. Donc un salarié qui ne veut pas participer au plan de formation de l'entreprise parce que son besoin ne correspond pas, n'a pas été pris en charge, peut aller directement au 3FPT et demander à faire une formation. Et je pense que d'ailleurs les inscriptions se font en ligne actuellement. Donc le seul problème, c'est qu'il y a une période d'inscription qui est très courte et si vous la dépassez, vous ne pouvez plus bénéficier. Vous êtes obligé d'attendre l'année prochaine. L'année d'après. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'association se bat pour vraiment imposer, peut-être c'est un mot fort, mais pour inciter les entreprises à former leur personnel? Est-ce qu'on peut arriver à un moment où ça sera une obligation? Est-ce que vous vous bataillez en ce sens? Alors, les obliger vraiment? Malheureusement, nous sommes toujours dans cette lutte de légitimité. On est en train de travailler, d'essayer d'avoir le pouvoir de lobbying pour jouer au niveau des lois et des textes. Mais je pense qu'il y a 2 aspects dans cette question-là. Le premier aspect, c'est l'aspect volontariste. Aujourd'hui, la meilleure façon d'inciter les entreprises, pour moi, à renforcer la formation, c'est de les inciter, de les encourager et de leur donner envie, et non pas forcément peut-être de les imposer. Effectivement, en France, on a mis en place des lois où l'entreprise doit réserver au moins 1,5% de sa masse salariale à la formation. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça au Sénégal? Ce qui nous empêche de faire ça au Sénégal, c'est que ce n'est pas le même type d'entreprise, ce n'est pas la même santé, ce n'est pas les mêmes enjeux. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller vers ça. De plus en plus, on va aller vers ça. Mais il faut surtout qu'il y ait des mécanismes de facilitation et d'incitation à la formation. Moi, je pense que le plan de formation interentreprise que l'ASPRH a mis en place, qui permet d'avoir des formations mutualisées où plusieurs entreprises peuvent bénéficier d'une même formation à un coût 10 fois moins cher. Ça, c'est des mesures qui peuvent inciter les entreprises à développer davantage la formation. À côté maintenant de ces mesures incitatives, il faudrait que l'État commence à réfléchir sur comment instituer ces éléments-là. Comme ça se fait dans plusieurs pays, notamment maintenant, la France. Ça nécessite une étude, ça nécessite une démarche inclusive. Il faut y inclure le syndicat des patrons, il faut le patronat, il faut y inclure tout le monde pour voir où est-ce qu'on va mettre le curseur et comment on peut mettre ça en œuvre. Parce que l'autre crainte que moi j'ai par rapport à cette démarche-là, c'est que quand ce n'est pas respecté, comment on fait pour sanctionner? C'est une problématique. Ça va être une autre problématique. Déjà, il y a beaucoup de choses que les entreprises ont du mal à respecter. Beaucoup d'entreprises sont dans l'informel. Donc, on est dans un contexte qui est quand même un peu différent. De la France, oui. Moins normalisé que la France. Mais cela ne devrait pas nous empêcher quand même de nous adapter.
de nous adapter, il faut qu'on trouve nos propres solutions. Oui. Il ne faut pas qu'on aille forcément vers les mêmes solutions que la France. Je pense qu'il faut qu'on tienne compte de nos réalités. Et moi, je suis davantage pour des démarches incitatives que des démarches... Oui, incitatives. Pourquoi pas l'association cibler des entreprises, aller vers ces entreprises-là, leur expliquer le bienfait, parce qu'il y a un bienfait. Je me dis que c'est un projet win-win. L'employeur gagne, l'employé gagne. L'employé bien formé, il a sa connaissance. L'employeur, oui. L'employeur, un travailleur plus qualifié, voilà, plus productif, et cela agit de façon positive sur l'évolution de l'entreprise. Mais je pense que les entreprises sont de bonne foi, hein, madame. Vous savez, nous, quand on a fait le partenariat... Toutes les entreprises? La plupart. Ah. Quand on a fait le partenariat avec le 3FPT, on a lancé l'invitation. On a eu une 50aine d'entreprises qui ont accepté, qui nous ont transmis leurs besoins en formation. Nous sommes allés à Saly. On a fait un week-end où on a travaillé sur la mutualisation et la capitalisation de ces besoins-là. On en a sorti un plan de formation avec près de 200 modules de formation qui concernaient environ 6000 personnes. 6000 personnes à former, c'est vous dire quand même le degré d'engagement des entreprises. Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce que quand vous formez des entreprises, après derrière, il y a un suivi pour voir l'impact de la formation dans la productivité? Malheureusement, nous, on ne va pas aussi loin parce que... Est-ce que vous ne devrez pas le faire? Mais le problème, c'est qu'on est confronté à une 50aine d'entreprises et on n'a pas... Partiellement, des sélections? Oui, peut-être. C'est bien d'évaluer son travail. On pourrait aller vers des sondages et envoyer peut-être des questionnaires. Et cela vous crédibilise et c'est des outils? Mais ce que je voulais dire déjà, c'est que quand on fait les formations, il y a toujours une évaluation de cette formation et un feedback des agents formés qui nous donne un aperçu et on a une évaluation qu'on appelle une évaluation à chaud. Ah. Ça nous permet au moins de savoir le degré d'appropriation de ce qui a été fait de la formation par le salarié à court terme. Mais effectivement, je vous le concède, il faudrait que nous puissions, bon ça se fait, hein, c'est-à-dire périodiquement, envoyer un questionnaire aux agents qui ont été formés et à leur N+1 pour leur demander est-ce que la formation dont votre salarié a bénéficié a eu un impact sur la qualité de son travail. Si les résultats sont positifs, c'est un moyen d'inciter les autres entreprises à suivre et à faire former leur personnel. Tout à fait. Je pense que c'est un moyen efficace. Mais je pense que beaucoup d'entreprises ne sont pas non plus au courant de tous les mécanismes qui existent pour les aider à former. Donc ça, c'est de votre faute. C'est la faute de l'association. Il faut communiquer. C'est de la faute de l'association, mais enfin, je pense que c'est plus de la faute des structures de l'État qui ont ces dispositifs-là. Et vous avez votre part de responsabilité aussi. C'est pour ça qu'on travaille avec ces structures-là. Et avec le numérique, ça peut faciliter la communication. Il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes. Eh bien, on utilise tout ça. Comme je vous l'ai dit, on a un site internet, ASPRH, www.asprh.com. Comme je vous l'ai dit, on est en partenariat avec le 3FPT. On est en train de signer un partenariat avec l'UVS. Donc, on essaie de tisser des relations avec toutes ces structures de l'État qui peuvent apporter des solutions aux entreprises. Mais le problème des entreprises, c'est qu'elles ne sont pas toutes au courant des dispositifs qui existent. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un problème de communication. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de jouer ce rôle d'interface entre des acteurs qui ont des besoins et des ressources, mais qui ne communiquent pas entre eux. Et on essaie de créer ce lien-là. Maintenant, ce n'est pas facile parce que vous savez, une association, c'est des bénévoles, c'est des gens qui travaillent. Au Sénégal, ce n'est pas évident. Au Sénégal, ce n'est pas évident. On essaye de faire avancer les choses. Voilà, justement, en faisant avancer les choses, une belle transition pour parler du secteur informel. Notre tissu économique est constitué à 90% du secteur informel. Vous parlez de formation. Qu'est-ce que l'association prévoit pour encadrer, former ces agents du secteur informel pour qu'ils puissent demain formaliser leur activité? Alors là, vous posez beaucoup de questions parce que d'abord, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut nécessairement aller vers la formalisation de l'informel? Ah, ça c'est une autre problématique. Ça c'est une autre problématique. Mais c'est une question qui mérite d'être posée. On a besoin du secteur informel. C'est une question de modèle économique. Aujourd'hui, je pense que le modèle qu'on nous impose, c'est un modèle occidental. Et nous, on a un modèle qui s'est imposé à nous-mêmes, c'est le modèle informel. Donc moi, j'ai toujours des questions quand on veut parler de formalisation de l'informel.
c'est-à-dire les pousser à plus de contraintes, alors qu'aujourd'hui, l'informel est quelque chose qui marche. Parce que c'est ça qui fait vivre notre pays, en tout cas. D'accord. Alors, nous, association, par rapport à cette problématique de la formation, ce qu'on a dit, c'est que quand on lance nos actions, notamment sur le plan de formation, que vous soyez une entreprise formelle ou informelle, que vous payez vos impôts ou pas, vous êtes concerné. Tout le monde est concerné par ce plan de formation. Il est inclusif et nous demandons à n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise baol-baol, qui soit avec 2 personnes, que ce soit une entreprise qui, tout le monde peut venir et être sous notre couvert. Parce que normalement, quand le 3FPT fait ce dispositif-là, elle n'y rend éligible que les entreprises qui sont en règle. Mais comme nous, association, nous couvrons et prenons en charge cela, le 3FPT a accepté que n'importe quelle entreprise puisse bénéficier de cela. Donc vous avez enrôlé les membres du secteur formel. Tout le monde est concerné. Et du secteur informel. Tous sont concernés et ceux qui sont intéressés, j'en profite, peuvent nous appeler au 77 657. La publicité est gratuite. 94 63 ou envoyer le mail à ASPRH. Là, vous risquez de passer au service commercial. Ah mais c'est un donnant-donnant. Voilà, donc c'était juste une petite pique pour vous taquiner. Donc c'est prouvé, Abdoul Al-Fadja, un travailleur motivé, épanoui et productif. Vous êtes d'accord? Et améliorer le bien-être au travail est désormais, à juste titre, un axe stratégique pour la productivité, un levier de performance sociale et économique. Dans les pays développés, on voit au sein des entreprises des crèches pour les mamans qui allaitent. Tout à fait. On voit même des salles de jeu, des salles de détente, mais tout est normé, des salles de sport. Mais ça existe maintenant au Sénégal. Oui, mais c'est une petite frange. Oui. Qu'est-ce que vous faites en ce sens pour vraiment encore inciter, pousser les entreprises à aller vers cela? Parce qu'un employé épanoui et productif, c'est prouvé. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tellement d'accord que nous organisons chaque année un colloque international dans lequel nous convions aussi bien tous les spécialistes RH de DAC du Sénégal que du monde entier. Et notre dernier colloque le thème c'était bien-être au travail. Tellement que nous sommes convaincus que la performance aujourd'hui passe par l'épanouissement. Et aujourd'hui, les entreprises effectivement développent de plus en plus des dispositifs pour permettre aux salariés d'avoir un certain nombre de confort, de convivialité pour pouvoir mieux améliorer la performance. Notamment les salles de sport, les crèches, tout ce qui est service de proximité aux entreprises. Moi hier par exemple, je recevais quelqu'un et on était en train de réfléchir dans mon entreprise sur la possibilité, parce que c'est quelqu'un qui fait le lavage, le nettoiement des habits. Oui. Je lui ai dit, on peut réfléchir sur la possibilité, par exemple, que vous fassiez un service où le matin, le salarié, parce qu'on a beaucoup de familles monoparentales maintenant, qui n'ont plus, c'est plus la même structure. Le matin, vous partez au boulot, vous prenez un sachet, vous mettez tous vos habits sales, les chemises, les costumes que vous ne pouvez pas donner à la bonne. Vous venez le matin, vous le déposez quelque part à l'entreprise et le soir, à la descente, vous revenez, vous trouvez votre habit plié, lavé, nettoyé. Donc ça, c'est des services que nous sommes en train de voir. Moi, hier, j'en discutais avec... Et c'est des petites choses qui peuvent stresser l'employé au point où il n'est pas concentré dans son travail. Exactement. C'est des petites choses. Et c'est des choses, à mon avis, qui se développent et sur lesquelles, par contre, je ne pense pas que nous ayons un retard. Parce que cette question du bien-être au travail, on l'a formalisé, on l'a conceptualisé aujourd'hui, mais ça a toujours été une problématique de l'entreprise. Aujourd'hui, vous allez dans les hôtels. On a vu beaucoup d'hôtels où, dans le sous-sol, ils ont mis une salle de prière. Oui, dans les hôtels, oui. Ou ailleurs. Même pas, je dis dans les hôtels parce que c'est dans les hôtels que j'ai vu ça, mais ailleurs. Et on n'a pas attendu ce débat sur le bien-être. Les entreprises sénégalaises n'ont pas attendu ce débat pour le bien-être pour mettre en place des dispositifs. Quand vous voyez, par exemple, l'accompagnement sur les événements sociaux, quand vous avez un décès, on vous donne une certaine somme, il y a une cotisation, il y a une délégation. Tout cela, c'est des outils qui permettent de mettre le salarié à l'aise et on n'a pas attendu ce débat sur le bien-être. Maintenant, je pense qu'il faut davantage le formaliser, davantage le conceptualiser et aller vers, comme les Européens le font. Par exemple, comme vous le dites, dans certaines entreprises, on a un chef de service du bonheur, oui, dont le seul travail consiste
à voir comment rendre heureux ses salariés. Donc, c'est en ce sens qu'ils ont peut-être un avantage sur nous, c'est qu'ils conceptualisent davantage les choses et ça permet d'aller plus loin dans les innovations et dans ce qu'on peut faire. Et c'est des métiers, c'est de nouveaux métiers qu'ils créent. C'est des nouveaux métiers qui vont se développer. Et bon, maintenant au Sénégal, je ne sais pas si toutes les entreprises sont convaincues de cela, parce que on est dans un environnement où l'emploi est rare. Vous voyez, dans un environnement où l'emploi est rare et la compétence est partagée, c'est l'employeur qui est dans une position de force. Alors que dans d'autres environnements, c'est une guerre des talents. C'est-à-dire, les salariés, les compétences sont de plus en plus rares. Donc, les entreprises vont faire la cour aux salariés. Mais ici, c'est l'inverse. Ici, n'importe quel boulot, il y a quelques poches, mais le salarié, on lui dit, si tu n'es pas content, il y a 10 000 personnes qui sont à côté, qui attendent. Donc, vous voyez, il n'a pas forcément le même rapport de force qu'ailleurs. Voilà, parfait. Nous en arrivons au quiz. Le quiz. C'est presque la fin de l'émission. Vous avez lancé un A, c'est quoi? Vous êtes stressé? Vous m'avez prévenu du quiz, mais... Oui, mais vous m'avez soufflé en off que vous avez déjà fait Génie en herbe. Donc j'imagine que ça sera un jeu d'enfant pour vous. Ça faisait 20 ans, hein? Ça fait rien. Allons-y. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Première question. Je suis né le 7 septembre 1968 à Accra. Je suis un footballeur international français évoluant au poste de défenseur central. Qui suis-je? Je connais son nom. Il est maintenant journaliste. Il a été champion du monde. Vous avez 3 secondes. Mais je le connais. Desailly. Marcel Desailly. Marcel Desailly. 1 point. Je suis un groupe musical britannique originaire de Liverpool, en Angleterre, formé en 1960. Il s'agit de quel groupe? The Beatles. Parfait. La capitale de l'Estonie? Je passe. Tallinn. Tallinn. Oh, là. Le SMIC au Sénégal est de 55 500. Vrai ou faux? Ça, c'est une question cadeau quand même. Faux. Le SMIC actuel est à 70 000 et quelques. 58 900. 58 900. Vous avez faussé, hein? Une mesure qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Dernière question. Qui a été le premier président de la République de la Gambie? Daouda Kairaba Diawara. Et on lui rend hommage, qu'il repose en paix, décédé récemment. Tout à fait. Merci Abdoul Alfadja. Vous êtes le secrétaire général de l'Association sénégalaise des experts ou des professionnels en ressources humaines. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer comme ça et je vous encourage et vous félicite pour la qualité de cette émission, pour même le concept de l'émission. Merci beaucoup. Qui permet vraiment d'apporter des valeurs ajoutées au débat public. Et vraiment, je vous encourage et vous félicite. Merci beaucoup. Félicitations et merci beaucoup aussi à toute l'équipe de la télé. Du côté de la radio, Biram Sissé a assuré la partie technique. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.